saviez-vous? L'École nationale de la territoriale, c'est un service spécialisé du ministère de l'Intérieur. Cette école a été créée par arrêté ministériel 0645 du 21 juin 1971, modifié et complété par l'arrêté numéro 25/069 du 3 septembre 2018. Les structures de l'École nationale de la territoriale ou la subdivision de cette École nationale de la territoriale. Nous avons le comité directeur, nous avons la direction générale dirigée par un directeur général et son adjoint. Nous avons 6 directions et 7 centres de formation. Les 6 directions de l'École nationale de la territoriale, nous avons la direction de formation, la direction administrative, la direction de documentation, études et recherche, nous avons la direction de planification, coopération et partenariat, nous avons la direction de finances et budget, la direction de suivi et évaluation. La mission principale de l'école, c'est la formation des autorités politico-administratives que nous recevons en atelier, en séminaire, en organisant des séminaires, en organisant des colloques. Et notre formation, elle est permanente, puisque c'est une formation professionnelle et une formation pratique, dont le besoin est toujours permanent aussi. Il est question pour nous à chaque fois de recevoir une catégorie de personnes à former. Lors de l'avènement de l'actuel vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vous avez assisté à la remise de notifications aux autorités provinciales avant leur entrée en fonction. C'est l'École nationale de la territoriale qui avait joué ce rôle. La province, c'est une républiquette. Il y a tous les secteurs de la vie. Au lancement de ces autorités qui ont été élues et nommées par le président de la République, nous les avons parlé de la décentralisation. Vous savez, la décentralisation, c'est le mode de gestion que nous avions choisi nous-mêmes. Nous les avons parlé des conflits de pouvoir coutumier et les conflits en général. Comment vivre en symbiose avec la communauté, la population que vous êtes appelés à gérer. Nous avions mis l'accent sur l'itinérance. L'École nationale de la territoriale a des experts à son sein. Nous avons des qualifications requises. Nous avons des professeurs d'université,
au sein de l'école ici. Nous avons des cadres universitaires de haute facture. À l'interne, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que je referme. À l'interne, nous soumettons nos agents à une formation aussi permanente. Nous renforçons leurs capacités à tout moment puisque nous sommes pendant la période d'évolution de la science. Dans l'administration, quand il y a quelque chose qui bouge, il faut que nos agents à l'interne soient tout d'abord eux-mêmes capables de comprendre pour former le reste. En dehors des autorités politico-administratives, la jeunesse aujourd'hui aspire aussi à devenir, pourquoi pas, administrateur de territoire, pourquoi pas bourgmestre, se faire élire bourgmestre d'une commune. Mais si vous êtes passé par l'école nationale de la territoriale, où vous avez déjà un bagage important, vous voyez comment la nation va bénéficier au lieu d'entrer en fonction sans connaître réellement ce que vous devriez faire. Vous venez apprendre les tout sur l'État. Le saviez-vous ? Aujourd'hui, 3 mai 2025, je vous ai dit, on parle pas de la liberté de presse, mais on va parler quel est l'état sanitaire de la République démocratique du Congo. Depuis un temps, on vous a promis de brosser la situation sanitaire de la République démocratique du Congo. Et ce matin, ça sera fait avec notre invité du jour. C'est le ministre congolais de la Santé qui a accepté de venir sur ce plateau pour discuter avec nous. Et il sera de nôtre dans quelques instants. Mais avant qu'on ne prenne le ministre de la Santé, on va parler boxe avec celui-là ces derniers temps qui fait la fierté de notre fierté, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Le frère, on va parler de frère Makabou. Mais ce matin, on ne parle pas des juniors, mais on parle des Martin Bakolé, ses compatriotes, qui sera ce soir face aux Nigériens. J'espère que le drapeau de la République démocratique du Congo, une fois de plus, sera honoré avec ses compatriotes. Je vous propose l'extrait de la conférence de presse d'avant le combat. Ils se sont défiés. Regardez ces images. That you have been training with, Martin Bakole, heavyweight title contender. Martin, welcome back, first of all, to Riyadh. Just 2 months ago, you were here in Riyadh under very different circumstances. You took that fight against Joseph Parker on less than 2 days' notice. How are you feeling coming into this fight? Thank you. First of all, I would like to say thank you to His Excellency for bringing me back here after Joseph Parker's fight. I feel like I don't want to talk anymore. I'm ready to face my opponent Saturday night. You had a pretty quick turnaround after that Parker fight. Maybe took a day or two off and got right back in the gym to get ready for this one. Do you feel like you're going to be at your best on Saturday night? Parker fight, that was not my fight. This was my fight. Parker just a call. I just received a call. I was back home in Congo. They called me to come and save the show. But a Jagba fight, that's the fight I was having 3 months before Parker's fight. So I'm all ready. You and Efe Ajagba have been heavyweights
in this division for a while now. Probably thought once or twice about potentially facing him in the past. What kind of fight are you expecting on Saturday? I'm asking him to be tough because he's going to get punishment. All right, well, good luck. We're looking forward to that fight on Saturday. Martin Bakole back here in Riyadh, Saudi Arabia. Let's turn to his opponent, Efe Ajagba. Efe, welcome. And I'd ask you the same question. You know, Martin Bakole, you have probably known about him for a long time, both you African-born fighters. How are you feeling going into this fight? First and foremost, I want to thank the SLSA for this opportunity to be here, for giving me this opportunity to be here. Thank you, the SLSA, and thank the fans. Thanks Saudi Arabia for having me here today. I'm looking forward to the fight against Martin Bakole. You know, it's nothing new to me. I'm looking forward to the fight. Last time we saw you in Saudi, you came up short against Frank Sanchez. How do you think you've improved as a fighter since then? At that fight, I was not fully prepared, but this fight is going to be different. I want to pick all out in my body to be on the fight, to prepare for this fight. You say this fight is going to be different. What kind of fight are you expecting from Martin Bakole? I want to bring out all the beasts in me to fight these fights. I want to see what he got. So I'm just focused on my game plan, stick to my game plan, and get the victory done. I'm going to conquer this fight. I want to be Africa number one. Stop talking about Africa number one. You know what you're going to get. You know what is waiting for you. I'm the Africa number one. You know it. You're talking shit, man. Yeah, man. I'll beat the shit out of you. All right. Let me see. All right. Stop talking about Africa All right. You got number confidence? one. Your brother Joshua knows All that right. I'm You number better one. face. You better be ready. Let's see. You better be ready. Let's see. You better be ready. You're talking shit. Trust me. You better be ready. You're talking shit. We'll see. You keep talking shit. Don't run. I'm going to close your mouth. Don't run. Trust me. Do not fucking run. Well, let me say first, we apologize for some of the language you heard there, but I got to tell you, if I wasn't excited about that fight already, I'm all the way there. Good luck to both of you on Saturday night. Jaime Munguia, I don't know how we transition from that, but you're back in what may be the most important fight of your professional career, a rematch. Allez, Martin Bakole face à Efe Ajagba.
Ça sera ce soir, le Congolais face au Nigérien, ce soir, tard dans la nuit. Ça sera à Riyad, en Arabie Saoudite. Effet Ajagba, 7e mondial, qui va défier Martin Bakolé. Discovery Pongo a choisi de ne pas vous faire entendre ce qui se sont dit, les défis qui se sont donnés. Ils se sont pratiquement insultés. Et cette nuit, entre Martin Bakolé et Effet Ajagba, entre les drapeaux nigériens et les drapeaux congolais, on pourra voir qui gardera le titre de IBW. Allez, Martin Bakolé, après la dernière défaite, c'était le 22 février dernier. Ce soir, il est décidé à venger. Voilà, ça sera face à ces Nigériens qu'il a défié il y a quelques jours. Il a accepté de le combattre. Ça sera très tard aujourd'hui en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est devenue pratiquement la capitale du sport noble. C'est comme ça qu'on appelle la boxe, hein, le sport noble. Allez, merci de regarder le panier de Morning Show. On revient dans quelques instants. Ça sera avec notre invité. Je vous ai promis il y a quelques temps, on vous l'avait promis, de parler de la situation sanitaire de la République démocratique du Congo. Samuel Roger Kamba est ministre de la Santé et il a accepté aujourd'hui de venir discuter avec nous. Allez, dans quelques instants, il sera sur ce plateau. Plus de 10 millions de vies emportées, plus de 7 millions de personnes déplacées. Et cela continue. Des chiffres, des vies humaines, des espoirs, des femmes, des enfants, mais surtout des Congolaises et Congolais, tués, violentés, massacrés, hier et aujourd'hui, au motif d'intérêts économiques et politiques, de positionnement hégémonique des pays et puissances humaines. Aujourd'hui encore, ces agents de chaos, instigateurs de violence et entrepreneurs de conflits nous imposent le plus grand génocide sanitaire et humanitaire que le monde ait jamais connu, entravant la mise en œuvre effective des politiques et stratégies nationales en matière de santé publique, provoquant des mouvements de population, véhiculant et facilitant la propagation des maladies et des épidémies. Et cela en violation de tous les accords et traités fondateurs du droit international, notamment le règlement sanitaire international. Face à cette situation, interpellant l'ensemble de l'humanité, les choix et les décisions que nous prenons aujourd'hui seront examinés et évalués par les générations futures. Dizaines de millions de morts, des millions de déplacés, des chiffres connus et répétés, une guerre économique inavouée, des chiffres et des faits vérifiés et certifiés. Mais derrière ces chiffres se cachent des vies, celles de femmes, d'hommes et d'enfants. Derrière ces chiffres se cachent des familles émiettées, ravagées, sacrifiées. 10 millions de morts, 7 millions de déplacés, des centaines de femmes violées chaque jour. Des chiffres, mais surtout des vies humaines. La comptabilité doit laisser la place aux actions, à la solidarité et à la mobilisation générale. Celle des Congolaises et des Congolais, celle de la communauté africaine, celle de la communauté internationale et celle de toute l'humanité. Car oui, nous voulons des actes, nous voulons des sanctions, mais bien plus que cela, nous voulons surtout et avant tout la paix. La paix pour que plus jamais aucune vie ne soit ôtée, pour que plus jamais une famille ne soit massacrée, et pour que plus jamais le viol de nos femmes et nos filles ne soit utilisé comme arme au service des intérêts économiques des puissances du mal. La paix pour qu'enfin notre pays continue son développement. Le temps des pleurs est révolu. Comptons, luttons, mais surtout, agissons aujourd'hui pour la justice et la paix. Le génocide congolais, c'est plus de 10 millions de morts, plus de 20 millions de déplacés internes, plus de 15 fausses communes chaque semaine à l'est de la République démocratique du Congo. Des chiffres qui font froid aux yeux. Et il faudrait qu'un jour, que
tous les auteurs de ces massacres en République démocratique du Congo soient punis. Je vous ai dit, il est ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Monsieur Samuel Roger Kamba. Monsieur le ministre, venez. Il est ministre, il est là, il a accepté de venir. Venez, monsieur le ministre. Ouais, on est en direct. C'est un peu ça, cette émission. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Bonjour. Bonjour. Installez-vous Merci. confortablement. Comment vous allez, monsieur le ministre? Je vais très bien, merci. Le premier message, on commence, comme accoutumé dans cette émission, à cette population de l'Est, le premier mot que vous leur direz? Compassion. Compassion parce que, vous savez, tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est pour que l'être humain vive dans les meilleures conditions. Que ce soit les politiques, que ce soit l'économie, que ce soit l'administration, tout ce qu'on peut faire, c'est d'abord pour que l'être humain soit au centre de cela. Et nos populations de l'Est, malheureusement, subissent depuis trop longtemps des conditions qui font que vivre juste normalement devient un calvaire. Et donc, le seul mot que je peux avoir, c'est compassion. Alors, depuis que Goma, Bukavu et le ville environ qui sont occupés par les agresseurs de la RDC, vous, comme ministre de la Santé, à chaque fois quand vous pensez à eux, vous dites quoi? Ce sont des médecins qui sont coupés de la capitale, ce sont le personnel soignant qui sont... vous dites quoi? Au-delà de penser, j'agis. Au-delà de penser, on peut penser à eux, mais il faut agir pour eux. 2 jours après la chute de Goma, 2 jours après, j'ai lancé la campagne de collecte de sang. Parce que nous avons, à partir du ministère de la Santé, une photographie générale du pays. Comme vous savez, nous avons du personnel partout. Nous avons 516 zones de santé. Nous avons plus de 10 000 aires de santé. Donc nous avons des éléments d'information que beaucoup de services n'ont pas. Tout simplement parce que notre modèle est tel que nous sommes partout. Et donc, on savait déjà, on voyait déjà dans nos centres de santé le nombre de blessés affluer. On voyait le nombre de morts affluer. On avait les chiffres parce que on nous les donne régulièrement par tous nos responsables locaux. Et donc, j'ai très vite compris que le premier besoin, c'était le sang. Pourquoi le sang? Parce que quand vous êtes blessé, la première des choses, c'est que vous perdez du sang. Et donc, avec une poche de sang, on pouvait sauver une vie. Donc le combat n'était pas seulement un combat militaire, le combat devait aussi être un combat social, un combat d'humanité. Et donc j'ai lancé la campagne de collecte de sang qui continue. Au-delà de penser, il faut encore agir. Les rebelles ont détruit des centres de santé. Ils ont tué des prestataires de soins. Mais il fallait donc, d'une part, aider ceux qui restaient avec des médicaments, avec des équipements, mais d'autre part, faire la comptabilité, parce qu'à un moment, il faut rendre compte. Et donc, nous avons bataillé pour avoir un couloir humanitaire. Je crois que on aura le temps de parler en détail de tout ce que vous avez fait pour le peuple de l'Est. C'est le couloir humanitaire pour approvisionner, pour faire parvenir du sang. Mais j'ai envie quand même qu'on fasse un état des lieux. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, lors du remaniement, on a vu qu'on a rattaché la prévoyance sociale au ministère de la Santé. Alors, pour le commun, on va faire un peu de pédagogie pour le commun mortel. Quand on dit on est habitué au ministère de la Santé publique, allez, aujourd'hui, c'est hygiène et prévoyance sociale. Un peu de pédagogie pour ceux qui nous suivent ce matin, ceux qui vous suivent pour la première fois. Quand on dit hygiène et prévoyance sociale, c'est quoi? Alors, d'abord, il faut comprendre que la santé, ce n'est pas seulement le fait qu'on n'est pas malade. La santé, c'est le bien-être.
globale. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Quand on a compris ça, on comprend que la santé ne peut pas être réduite à l'hôpital, aux médicaments. La santé doit être élargie à tout ce qui fait que nous ayons le bien-être. Et si vous regardez la plupart des pays, allez, je peux prendre un exemple, la Belgique. Si vous prenez la Belgique, le ministère de la Santé a la prévoyance sociale. Je peux prendre à côté de chez nous le Nigeria. Si vous prenez le Nigeria, la prévoyance sociale est reliée à la santé. Vous pouvez prendre le Maroc, vous pouvez prendre beaucoup de pays, vous allez voir, c'est comme ça. Il faudrait rappeler hein, par le passé, on avait le ministère du Travail, la prévoyance sociale était rattachée au ministère du Travail. Et l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé, l'État prévoyance sociale est rattaché au ministère de la Santé. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ça? Parce que la prévoyance sociale, c'est quoi? C'est le fait qu'on donne un certain nombre de prestations sociales à la population. C'est ça l'objectif. Quand on dit prévoyance sociale, c'est qu'on essaie que la population accède à un certain nombre de prestations sociales. Mais quand vous regardez ces prestations sociales, il y en a à peu près 9 qui sont listées par l'Organisation internationale du travail. Et si vous regardez sur les 9, la majorité sont des prestations liées à la santé. C'est pour cela que beaucoup de pays rattachent la prévoyance sociale à la santé. Entre autres, je vais vous le dire. Okay. C'est pour ça que la plupart des pays rattachent la prévoyance sociale à la santé. Première prestation, par exemple, c'est la santé. Le travailleur doit avoir accès à la santé. C'est une prestation. Deuxième prestation, par exemple, c'est que quand le travailleur est en arrêt maladie, il doit pouvoir continuer à avoir un certain nombre d'acquis pendant qu'il est malade. Encore, vous voyez, c'est lié toujours à la santé. Troisième prestation, par exemple, c'est accident de travail. Accident, ça veut dire problème de santé. Quatrième prestation, par exemple, c'est maladie professionnelle. Vous voyez que finalement, la majorité des prestations sont des prestations liées à la santé. C'est pour ça que c'est logique de rattacher la prévoyance sociale à la santé. Et c'est très important parce que, peut-être, je reviens cette fois-ci à l'actualité, il y a 3 jours, le Conseil national du travail vient de se terminer. Alors, c'est quoi le Conseil national du travail? C'est la tripartite, le gouvernement, les employeurs, les employés. Ils doivent négocier ensemble pour dire comment est-ce qu'on évolue en termes de prévoyance sociale. Comment est-ce qu'on évolue en termes des acquis des travailleurs, sans compromettre l'investissement des employeurs. Et le gouvernement arbitre un peu tout ça. Il vient de terminer. Et une des premières décisions qu'ils ont prises, c'est l'élargissement de la cotisation pour la couverture santé universelle. Donc, vous voyez que la prévoyance sociale doit être liée au fait que l'homme est au centre. Bien entendu, il y a d'autres prestations qui ne sont pas liées à la santé. Et donc, la prévoyance sociale, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Elle est dirigée par le ministère de la Santé parce que la majorité des prestations sont liées à la santé, mais il y a d'autres. Par exemple, le fait qu'un travailleur, à la fin de sa carrière, doit avoir une pension. Ça, ce n'est pas le rôle du ministère de la Santé, c'est le rôle du ministère du Travail. Et c'est le rôle, par exemple, pour le fonctionnaire du ministère de la Fonction publique, de dire, quand il va arriver à la fin, qu'est-ce qu'il va avoir? Donc, il y a plusieurs prestations, mais la majorité sont liées à la santé. C'est pour cela que le président de la République a décidé de rattacher. Mais il y a une autre raison. Mais justement, avant que vous continuiez, j'ai envie de vous demander, tout cela, toutes ces prestations aujourd'hui, le commun des mortels, le commun congolais, le Congolais de Landa qui nous regarde ce matin, il a tendance à se dire, oui d'accord, c'est ça, mais lorsque ça vous arrive, c'est comme si l'État n'existe pas. Mais justement, c'est pour ça que si vous m'aviez laissé, j'allais vous dire. La deuxième raison, c'est le fait que, justement, la population n'avait rien. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être choquer notre population. La dernière fois que le ministère du Travail et Prévoyance sociale avait fait une revue pour dire, bon, on va où? C'était en 2001. On est en 2025, ça fait 24 ans. Et donc, comme on ne fait rien avec la prévoyance sociale, depuis autant d'années, il n'y a pas eu de revue.
c'est-à-dire de décider comment est-ce qu'on donne les prestations sociales à notre population. Il n'y a pas eu de revue pendant plus de 20 ans. C'est pour ça que je dis la deuxième raison, c'est que le président de la République a décidé de remettre la prévoyance sociale sur les rails. C'est pour ça que le commun de mortels ne voyait rien, parce que, il n'y a rien. Et donc, cette raison est très importante, parce que, comme je viens de vous dire, avec cette raison, nous avons fait déjà deux choses. Nous avons fait la première revue, depuis plus de 20 ans. Dès que je suis arrivé, j'ai convoqué la prévoyance sociale, le secrétaire général et tous les intervenants. On a fait la revue. Mais deuxièmement, on vient d'obtenir, avec le Conseil national du travail, les premières décisions liées et donc aux prestations sociales qui doivent être, par exemple, ce conseil a été très important parce qu'il a augmenté le SMIC, par exemple. Okay. Il a augmenté le SMIC. Mais en augmentant le SMIC, il a prévu aussi le prélèvement qui est de 2,5% par personne pour que ces personnes accèdent aux soins de santé de qualité. Donc, c'est ce dynamisme-là qui a manqué pendant longtemps. Donc ça, c'est une deuxième raison pour laquelle le chef de l'État a décidé qu'on mettait ensemble la prévoyance sociale et la santé. Très bien, Monsieur le ministre. Je vais vous donner l'occasion de faire l'état des lieux. Je rappelle ici que vous avez été conseiller spécial du président de la République dans le même secteur, dans le même domaine. Et de là, vous êtes devenu, on vous a donné la responsabilité d'être ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Notre rédaction a essayé de réfléchir. Ça vous donnera l'occasion de faire l'état des lieux de la santé. Où est-ce que vous avez pris la santé publique en République du Congo? Nous sommes où et nous allons où? Mais regardons quand même cette réflexion de notre rédaction. Vous allez nous dire, vous allez corriger ce qui n'est pas vrai. Vous aurez tout le temps de corriger ce qui n'est pas vrai. Mais Sagesse Doumbi et Discovery Pongo ont réfléchi. Nous appelons ça dans cette émission le VAR. On regarde. Chaque jour, en République démocratique du Congo, des enfants meurent de maladies évitables. Chaque jour, des femmes perdent la vie en donnant la vie. Chaque jour, des familles vendent tout ce qu'elles possèdent pour payer une perfusion, une césarienne ou un simple transport vers un centre de santé parfois des dizaines de kilomètres. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité, une urgence chronique et pourtant, elle est devenue la norme. La RDC, pourtant vaste et potentiellement riche, souffre d'un système de santé gravement affaibli. Malgré les engagements constitutionnels et internationaux, la santé reste un luxe pour la majorité. Le droit à la vie, quant à lui, se heurte chaque jour à la pauvreté, à l'indifférence institutionnelle et à une série d'abandons. Les dernières pluies torrentielles qui ont ravagé les quartiers de Ndano et Ndjili, à Kinshasa, ont mis à nu l'inexistence d'un système d'intervention sanitaire rapide en cas de catastrophe. Des familles entières dorment à la belle étoile, sans soins, sans assistance psychologique et sans eau potable. L'exposition aux épidémies, aux infections de peau, aux maladies diarrhéiques est totale. Il n'y a ni clinique mobile, ni trousse d'urgence, ni personnel sanitaire d'astreinte. À l'est du pays, la situation est plus dramatique encore. Dans les camps de déplacés de guerre autour de Goma, Bunia ou Rutshuru, les populations survivent dans des conditions sanitaires effroyables. L'eau insalubre, le manque d'hygiène, les promiscuités extrêmes favorisent la recrudescence du choléra, du paludisme, de la rougeole et de la tuberculose. Des femmes accouchent dans la boue, sans assistance. Des enfants meurent de fièvre, faute de soins, et personne n'en parle assez. Plus grave encore, les besoins en transfusion sanguine dans les hôpitaux de la région sont criants. L'insécurité limite les campagnes de dons de sang. L'acheminement des poches de sang vers l'Est devient une opération militaire. Des patients meurent d'anémie ou d'hémorragie simplement parce qu'il n'y a pas une poche de sang de leur groupe disponible à temps. À l'hôpital de référence de Goma, comme dans d'autres villes de l'Est, le personnel soignant est héroïque, mais impuissant. Des hôpitaux de référence sans référence. Il y a urgence à poser une question simple. À quoi servent les hôpitaux de référence s'ils ne sont ni équipés, ni rénovés, ni autonomes? Dans plusieurs provinces, les hôpitaux généraux sont en ruine. À Kananga, à Gemena, à Uvira, à Tikapa, à Matadi. Les blocs opératoires sont vétustes, les équipements de radiologie hors service,
les services de réanimation inexistants. Certains hôpitaux dits de référence ne disposent même pas d'ambulances ou de groupes électrogènes. Le personnel y travaille parfois sans salaire et les patients doivent tout acheter. Compresses, seringues, savons et gants, jusqu'à la bougie pour s'éclairer. Pendant ce temps, des milliards de francs sont engloutis dans des projets sans impact ou détournés dans l'indifférence générale. Un système à bout de souffle. Le constat est dur mais nécessaire. Le système de santé congolais est à bout de souffle, mal géré, sous-financé et surcentralisé. Moins de 5% du budget national lui est consacré et moins d'un médecin pour 10 000 habitants. 80% des soins payés directement par les patients. Et pendant que la population souffre, certains cadres sanitaires s'enrichissent en détournant les médicaments, en trafiquant les primes, en falsifiant les statistiques. Ce n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise de confiance, une crise d'équité, une crise de souveraineté. Pourtant, il y a de l'espoir. Le projet de couverture santé universelle lancé par le gouvernement dans quelques provinces pilotes doit être élargi, renforcé et sécurisé. Les mutuelles de santé communautaires doivent être soutenues. La médecine préventive, les soins de santé primaire, les cliniques mobiles en zone sinistrée ou de guerre, voilà les pistes concrètes pour inverser la tendance. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut une volonté politique réelle, une hausse significative du budget, un audit rigoureux des hôpitaux publics, une politique d'investissement public-privé dans la santé, un redéploiement stratégique des ressources humaines médicales et surtout, un respect sacré du serment de soigner sans marchandage. La santé n'est pas un luxe, la santé n'est pas une faveur. La santé est une dette de la République envers ses enfants. Elle est un pilier de la dignité humaine et de la paix sociale. En RDC, investir dans la santé, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Il est temps d'agir, maintenant, ensemble, pour que chaque Congolais ait en fait droit à une santé digne, humaine et accessible. Allez-y. Oh, je ne corrige pas, je confirme. Ok. Non, non. Ah bon? Bien sûr, je confirme. Tout ce qu'il a dit est vrai. Oh, tout ce qu'il a dit est vrai. Je confirme. Je suis tenté de vous demander, mais depuis que vous êtes là, alors vous avez fait quoi? Ah non, il a dit deux choses essentielles. Il a fait un tableau sombre et puis il a parlé de l'espoir. N'est-ce pas? Alors, vous m'avez dit... Alors la question maintenant, quelle est la situation sanitaire de la République démocratique du Congo? Vous m'avez dit, vous étiez d'abord conseiller spécial, donc j'étais d'abord conseiller spécial du chef de l'État, en charge de la couverture santé universelle. Et puis le chef, il y a 2 ans, a décidé que je devienne ministre. Le chef est là depuis 6 ans. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis au gouvernement. Donc quand nous sommes arrivés... Mais au nom de la continuité de l'État, vous assumez les actifs. Ah, bien sûr que j'assume. C'est pour ça que j'ai dit je confirme. Les actifs et les passifs. C'est pour ça que j'ai dit que je confirme. Donc, je voudrais que ce soit clair, vous n'allez pas vous dédouaner et dire que les 4 ans ne vous concernent pas. Non. Oh non, 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 vous allez voir, ce n'est pas 4 ans. C'est 60 ans. Okay. C'est pas 4 ans. C'est pas 60 ans. Non, non, non. Je confirme, je viens de vous dire que tout ce qui a été présenté est vrai. Donc je ne me dédonne pas. Okay. Et je ne dédonne personne. Sauf que je dis ceci. Pourquoi est-ce que le chef de l'État a mis la santé comme une priorité majeure? Premièrement, parlons d'abord des principes. Le principe, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour l'homme. Je l'ai dit au départ. Et si l'homme n'est pas pris en charge, il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas d'économie. Donc, mettre la santé en priorité est la chose qu'un gouvernement normal doit faire. Sauf que, je vais vous donner des chiffres pour que nous comprenions bien la situation. Nous prenons l'indépendance, on est autour de 14 millions d'habitants. 60 ans après, nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Mais quand nous prenons l'indépendance, je prends la ville de Kinshasa, à peu près 400 000 habitants en ce moment-là. On a Ngaliema, on a Mamaïmo, on a les cliniques universitaires, on a tous les hôpitaux publics que vous connaissez. 1960. Parce qu'ils sont tous construits avant 1960. Par le Belge. On arrive en 2019. Quand le président arrive, aucun hôpital n'est construit par le public. Aucun. Dites-moi,
si vous construisez aucun hôpital en 60 ans, vous croyez que la population qui est passée de 400 000 à presque 15 millions à Kinshasa, qui est passée de 14 millions à plus de 100 millions dans le pays, vous croyez que ces gens vont se faire soigner où? Donc, le système était abandonné. Votre reportage dit que le budget de la santé, 5%. 5% à peu près. Mais est-ce que vous imaginez que pendant longtemps, dans ce pays, le budget de la santé était inférieur au budget de fonctionnement de la présidence? Si vous avez, donc je dis 60 ans, le budget de la santé est inférieur au budget de fonctionnement d'une institution. Donc vous n'investissez pas en santé. Mais pire que ça, vous détruisez ce qui était déjà là. Parce que vous n'entretenez pas. Parce que vous ne financez pas. Comment voulez-vous que la population évolue correctement? Donc la situation que nous avons trouvée avec le président de la République, c'est pour ça que le président de la République nomme un conseiller spécial en charge de la couverture santé universelle dans le premier cabinet. Parce qu'il prend la dimension de la situation catastrophique. Mais là, vous parlez d'une situation depuis 60, mais là, si on doit avancer les temps jusqu'en 2019, lorsque... mais vous m'avez demandé de décrire la situation, je vous décris la situation. Jusqu'aujourd'hui, je vais vous dire la situation jusqu'aujourd'hui. Maintenant, quand vous arrivez dans une situation comme ça, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez commencer très vite, ou vous pouvez dire, la situation est trop catastrophique, faisons d'abord les fondations. Quand vous voulez aller haut, creusez d'abord. Faites d'abord les fondations. Donc quand le président me nomme conseiller spécial, il me donne une mission, il me dit, dis-moi comment est-ce qu'on sort de cette situation. Et donc, nous travaillons sur le plan de la couverture santé universelle. Je ne suis toujours pas ministre, je suis conseiller spécial. Mais entre-temps, nous réagissons déjà aux urgences. Quand nous sommes arrivés, quelle est l'urgence qu'il y avait? Il y avait Ebola. Peut-être que les gens ont déjà oublié. Il y avait Ebola qui était en cours. Ebola 2018. Donc, dès que nous sommes arrivés, le président me met avec d'autres collègues, disait il faut qu'on arrête Ebola. Nous avons trouvé Ebola, le nombre de cas qui ne faisait qu'augmenter. Et au mois de juillet, le président est arrivé au mois de février, a commencé au mois de février. Au mois de juillet, nous avons arrêté Ebola. Donc, ça, c'était un premier gain. Deuxième gain, c'est que nous trouvons les enfants qui étaient vaccinés dans ce pays, les enfants de moins de 5 ans, ils étaient à peu près 23% d'enfants vaccinés totalement. Or, qu'est-ce qui tue les enfants? C'est les maladies que l'on peut éviter. La rougeole, la varicelle, les maladies diarrhéiques, toutes ces maladies qui sont liées aux infections et que l'on peut éviter avec la vaccination. Mais vous trouvez que la RDC a le nombre d'enfants le moins vaccinés d'Afrique. Le président dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, OK, comme la vaccination se fait au niveau communautaire, faisons venir tous les gouverneurs, reboostons le système. Au mois de septembre, en septembre 2019, donc 7 mois après l'arrivée du président, tous les gouverneurs étaient ici. On a fait un forum qui a sorti la déclaration de Kinshasa. L'année qui a suivi, nous étions à 52% d'enfants vaccinés. Parce qu'on a boosté. Malheureusement, Covid est arrivé et Covid a fait encore dégringoler tout le système. Mais, entre-temps, nous sommes en train de travailler sur le plan. Comment on fait pour redresser tout ça? Et donc, on élabore le plan stratégique que le monde entier accepte. Je vais arriver jusqu'à aujourd'hui pour que vous compreniez. On va gagner du temps parce qu'on n'a que 60 minutes. Hein, vous m'avez demandé, vous m'avez dit, vous avez tout le temps. Parce que je vais mettre à la place de vos prédécesseurs, hein, ceux qui ont dirigé le ministère avant vous. Oui. Pendant les 18 années de Joseph Kabila, disons-les comme ça, certainement, s'ils nous regardent ce matin, ils vont nous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont en train de raconter? C'est qu'ils sont en train de raconter, on a fait ça, on a mis en place un système de santé, ils ont trouvé un système de santé qui existait, ils ont trouvé des textes et autres qui existaient sur lesquels, aujourd'hui, ils ont continué. Mais, alors, je vais vous dire ce qu'ils ont trouvé, ce que j'ai trouvé, ce que nous, on a trouvé. On a trouvé que le Congolais vit à 60 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire 3 ans de moins que la moyenne africaine.
on a trouvé que la mortalité du nouveau-né, le nouveau-né à la naissance, il y a 22 enfants qui meurent toutes les 1000 naissances. Nous avons trouvé qu'une maman décède toutes les 4 heures, juste parce qu'elle accouche. Nous avons trouvé qu'il y avait des milliers de médecins qui n'étaient pas embauchés. Des milliers de médecins qui n'étaient pas embauchés. Nous avons trouvé que tous les médicaments, 80%, 60 à 80% des médicaments étaient falsifiés. Waouh, c'est quand même fort. Hein, vous me dites qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je vous dis ce que nous avons trouvé. Alors vous allez me dire, ben oui, ils ont fait des choses, d'accord. Mais si vous ne reformez pas, vous continuez comme ça, eh bien vous allez avoir les mêmes résultats. C'est pour ça que le président a lancé la couverture santé universelle. 2 choses essentiellement. Premièrement, améliorer l'offre de soins. C'est-à-dire, quand vous allez à l'hôpital, qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous trouvez un médecin? Est-ce que vous trouvez les médicaments? Est-ce que vous trouvez les diagnostics, enfin les laboratoires? Vous trouvez la radio? Est-ce que vous trouvez... C'est ça, l'offre de soins. Deuxièmement, permettre à ce que les gens accèdent à ces soins. Ça, c'est l'accès aux soins. C'est ça les 2 piliers majeurs de la couverture santé universelle. Pour que les gens accèdent aux soins, la difficulté financière est très importante. Ils l'ont dit dans le reportage. Les gens n'ont pas les moyens pour accéder. Donc là, on lance grâce au plan. Parce que si vous ne planifiez pas, vous commencez à fonctionner, vous arriverez nulle part. Grâce au plan, nous avons maintenant fait une loi. Le président de la République a changé la loi de la santé en 2023. Donc avant que je devienne ministre, on a d'abord changé la loi. Et la loi maintenant impose une assurance maladie obligatoire à tous les Congolais. Mais la loi crée aussi une assistance médicale. Et c'est dans le cadre de l'assistance médicale... Assurance maladie qui n'existe que de nom. Mais je viens de vous dire qu'on est en train de le faire. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Maintenant, je termine d'abord. Et il y a l'assistance médicale. L'assistance, c'est quoi? C'est pour les personnes vulnérables qui ne peuvent pas, comment on les prend en charge? Alors, le président me dit, on commence par quoi? Parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. J'ai dit au président, on commence par les femmes enceintes et les nouveau-nés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui meurent le plus. Je viens de vous dire que 22 enfants nouveau-nés meurent chaque 1000 naissances. Et une femme meurt toutes les 4 heures parce qu'elle accouche. Donc il fallait stopper ça. Une des raisons pourquoi elles meurent, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'accéder. Vous vous rappelez, ici à Kinshasa, les gens ont déjà oublié que les mamans étaient en prison parce qu'elles avaient accouché. Est-ce que vous entendez encore ça? Pourquoi ça a disparu? Parce que le président a mis la gratuité de la maternité. Et je vais vous donner un chiffre que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais que vous devez répéter. Entre le 5 septembre 2023, quand le président a lancé la couverture de la gratuité de la maternité, et aujourd'hui, on a pris en charge 1 900 000 mamans. 1 million, ce sont des chiffres que vous pouvez vérifier. Vous pouvez contacter la Banque mondiale, parce qu'elle travaille avec nous, elle va vous donner des chiffres. 1 900 000 mamans. Vous imaginez ces mamans-là qui, avant, devaient payer pour accoucher. 1 900 000 en 1 an et demi. Et ça, c'est énorme. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement a mis pour la première fois de l'argent. Je le répète toujours, le premier montant que le gouvernement a mis, c'était 42 millions. Hors budget, parce que ce n'était pas budgétisé. C'est parce que le président a poussé qu'on a fait ça. Mais à côté de ça, comme j'ai dit, première chose, c'est accès aux soins. Deuxième chose, c'est l'offre de soins. Vous avez vu l'hôpital Mamaïmo, qu'on appelle Renaissance maintenant. C'est construit sous Félix Tshisekedi. On va parler de ces hôpitaux. Vous me demandez qu'est-ce qui a été fait. Vous avez vu l'hôpital de la Mouya. C'est sous Félix Tshisekedi. Vous avez vu le centre de diagnostic de Kananga. C'est sous Félix Tshisekedi. Vous avez vu l'hôpital de Lubumbashi qu'on vient d'inaugurer il y a quelques semaines seulement. Jason Sendwe, je crois. Non, d'abord, je parle de celui qu'on vient d'inaugurer, qui est le meilleur hôpital en termes d'équipement au pays aujourd'hui. Parce que vous pouvez faire des choses que les gens allaient chercher à l'extérieur. Ça a été fait sous Félix Tshisekedi. Vous avez vu l'hôpital Johnson Sendwe? C'est Félix Tshisekedi. Mais je suis tenté de vous retourner. Vous citez tous ces hôpitaux qui ont été inaugurés, mais jusqu'aujourd'hui, c'est encore en arrêt. Pourquoi vous dites c'est en arrêt? Vous êtes journaliste, renseignez-vous quand même. L'hôpital Renaissance Mamaïmo fonctionne depuis l'année passée. Allez à Mamaïmo, il y a un politicien
très important qui est sorti de prison il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas citer son nom, qui est parti se faire soigner là-bas, il a été surpris. Mais allez faire un tour. Gestion Sendé, allez faire un tour. Moi, j'y étais il y a 2 semaines, quand nous sommes partis inaugurer notre hôpital. Mais allez faire un tour. Allez faire un tour. Les centres de santé, le PDL 145 territoires. On n'en parle plus aujourd'hui. Hein, non, mais nous, on a inauguré, vous avez vu à Kalemi, à 30 km de Kalemi, le président s'est déplacé pour aller inaugurer un petit centre de santé qui dans un village qui s'appelle Mtoa, que nous avons équipé pour montrer que nous voulons amener les soins au plus proche de la population. Donc, en termes d'efforts faits pour l'offre de soins, c'est-à-dire pour les hôpitaux, les équipements et tout ça, ce qu'on a fait en 2-3 ans, ça n'avait jamais été fait. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que dans cette ville de Kinshasa, quand nous sommes arrivés, il n'y a aucun hôpital public qui avait un scanner fonctionnel? Est-ce que vous savez que on n'avait pas d'IRM fonctionnel dans les hôpitaux publics? À vous entendre parler, vous êtes en train de me dire que vous avez hérité d'un pays qui n'existait pas. Mais, du point de vue système de santé. Mais dites-moi, quand vous faites 60 ans sans créer un seul hôpital, vous me dites que le pays est comment? Le président l'avait dit. Mboka et Koufi, les gens se sont fâchés. Mais vous pouvez vous fâcher, mais c'est la réalité. Quand vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de scanner. Vous faites quoi? Et pourtant, avec le contrat chino, il y a eu l'hôpital du cinquantenaire. Il y a eu l'hôpital du cinquantenaire. D'abord, il y a eu quand même des choses qui sont faites. Mais nous sommes à Kinshasa. Vous êtes tous Quinois comme moi. Combien de Quinois vont à l'hôpital cinquantenaire se faire soigner? Vous êtes à Kinshasa. C'est le contrat sino-congolais. Mais c'est un hôpital qui a été privatisé, qui a été donné à un Indien, que nous venons d'arracher. Vous savez que nous avons arraché l'hôpital du cinquantenaire. Parce qu'on s'est dit, mais pourquoi on a un bijou dans le centre-ville de Kinshasa abandonné? Nous avons arraché ça. Vous savez ce que ça fait comme guerre, mais nous avons arraché parce que la force publique doit s'appliquer. Nous avons arraché l'hôpital du cinquantenaire. Donc, vous voyez ce que le président de la République a fait. Mais le nombre de... Attendez que je finisse quelque chose. Oui. Le nombre de médecins que le président a aligné en 6 ans. Je dis 6 ans, donc ça veut dire bien mes prédécesseurs aussi. En 6 ans, plus de 10 000 médecins. Ça veut dire que 10 000 emplois créés. Parce que quand on dit alignement, là, les gens se disent, mais c'est quoi un alignement? L'alignement, c'est le fait qu'on dit maintenant, toi, le médecin, tu travailles, tu es payé, tu as ta prime et ton salaire. Ça veut dire que 10 000 emplois. Tous ces médecins-là, toutes ces infirmières étaient là, au chômage, pendant des années. Il y en a que nous avons trouvé, le ministre Liaou le répète tout le temps, il y en a que nous avons trouvé qui avaient 20 ans. Pas d'alignement. 20 ans. Mais en vous entendant parler, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de grève de médecins. Ça on va quand même le reconnaître. On n'entend presque plus parler de ça. Mais en vous entendant parler, c'est comme si vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que les 6 années passées, les 6 années de Félix Tshisekedi aujourd'hui, le système sanitaire en République démocratique du Congo va très bien. Non. J'ai dit que j'ai validé ce que votre reportage a fait. J'ai dit que nous partons de très loin. 60 ans sans investir en santé. D'un pays qui est passé de 14 à 100 millions. Vous n'investissez pas en santé. Regardez le niveau de l'éducation nationale. Regardez le niveau de l'éducation nationale. Vous croyez vraiment que vous pouvez sortir des bons professionnels quand vous baissez le niveau de l'éducation nationale? Donc, c'est tout ça qu'on doit corriger. C'est pour ça que j'ai dit que quand on doit aller haut, il faut creuser, il faut faire des vraies fondations. Sauf que quand vous faites les fondations, les gens ne voient toujours pas encore le bâtiment. Ils disent « Ah oui, mais il est athée ». Mais parce que vous êtes en train de faire des fondations, pendant longtemps, on a abandonné les fondations. Je prends l'exemple de ce que je vous dis tout à l'heure, le Conseil national du travail. Vous n'avez pas d'assurance santé. C'est-à-dire que chacun doit payer chaque fois qu'il est malade. Chacun doit payer chaque fois qu'il est malade. Or, on sait que nous sommes dans un pays pauvre. Les gens n'ont pas d'argent. Mais maintenant, quand il arrive pour passer une radio, vous savez pourquoi on a mis la couverture santé universelle? Pourquoi on se bat pour qu'elle devienne fonctionnelle? Parce que vous voyez une maman qui court les habits pour survivre. Son enfant a une appendicite. On lui dit, maman, donnez $600. Elle n'a pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la machine
avec laquelle elle coud, elle va vendre ou hypothéquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que d'une part, elle a perdu son outil de production. Mais d'autre part, elle n'a pas, malgré tout, l'argent pour faire soigner. Donc, l'absence d'une assurance maladie nationale est en train de faire tomber le pays en permanence. Pourquoi? Parce que tous comme nous sommes ici, à chaque fois que quelqu'un tombe malade dans la famille, c'est la panique. On commence à chercher, on commence à courir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune assistance. Et c'est ça le rôle de la couverture de santé universelle, c'est de ramener l'assistance. Mais on ne peut pas faire ça d'emblée. On va progressivement. Le premier palier, c'est la gratuité de la maternité, avec les difficultés, parce que là, c'est une subvention de l'État. Le deuxième palier, c'est le fait maintenant que tout le monde cotise un tout petit peu pour avoir accès aux soins de qualité. C'est ça que le Conseil national du travail vient de valider cette semaine. Vous voyez qu'on est en train de mettre les bases, on est en train de construire. Mais Rome ne se construit pas en un jour. Hein. Vous savez, le système est tellement abîmé, qu'on ne peut pas construire ça en un jour. On va parler des dernières inondations tout à l'heure dans le reportage, parce que vous avez validé ce reportage. Les reporters disaient que les dernières inondations ont démontré cette incapacité de la prise en charge directe. Aujourd'hui, avec cette inondation, il y a eu Ebola dans ces pays, il y a eu Covid, il y a eu un Pox. On en parle d'ailleurs, on n'en parle plus. Nous sommes où d'ailleurs avec un Pox? Vous voyez que quand c'est bien géré, les gens n'en parlent même pas. Parce qu'un Pox est en cours là. Mais vous voyez que quand c'est bien géré... Mais on n'entend plus parler, c'est comme si ça n'a jamais existé. C'est comme si ça a été créé au fait. Non, il ne faut pas dire ça. Un Pox, c'est une maladie connue dans notre pays depuis 1970. C'est la variole du singe qui est connue dans notre pays, mais ça apparaît chaque fois par des petites endémies, mais ça disparaissait, ça apparaissait, ça disparaissait depuis 1970. Donc, ce n'est pas une maladie inventée. Sauf que le virus, comme dans l'évolution de tous les virus, peut changer de forme. On dit que le virus a fait une mutation. Et c'est ce qu'on voit à l'image, l'Mpox. Quand le virus fait une mutation, malheureusement, c'est ce qui est arrivé, et maintenant, il a une transmission sexuelle. Et il y a une transmission d'homme à homme. Avant, c'était une transmission d'animal à homme. Et maintenant, c'est de homme à homme. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de cas d'emblée. Et l'Organisation mondiale de la santé a décrété une épidémie de niveau mondial. D'accord? Une urgence sanitaire de niveau mondial. Mais comme c'est bien géré, vous avez l'impression que ça n'existe pas. Et pourtant, nous gérons ça tous les jours. Mais pourquoi est-ce que c'est bien géré? Parce que nous avons mis des institutions. Avant, dans ce pays, il n'y avait pas un institut pour gérer les épidémies. Il n'y en avait pas. Nous avons créé... L'INRB géré. Non, l'INRB, c'est un laboratoire. Mais depuis toujours, l'INRB a toujours géré. Oui, mais c'est pour ça que Ebola, chaque fois que Ebola, je vous assure, vous savez combien Ebola a coûté à notre pays? Combien? 1,2 milliard de dollars. Ebola 2018. Mais pourquoi? Parce que justement, chacun faisait son affaire dans son coin. L'INRB, c'est un laboratoire du ministère de la Santé. Ce n'est pas une agence de gestion des épidémies. Mais comme il n'y avait rien, tout le monde voyait seulement INRB, INRB. Mais la surveillance, ce n'est pas l'INRB. La prise en charge, ce n'est pas l'INRB. Les zones de santé, ce n'est pas l'INRB. Alors que Covid, c'est l'INRB qui a géré, on a vu. Non, encore une fois, j'étais très bien placé, j'étais le patron de la task force de lutte contre Covid. C'était moi à la présidence, donc j'étais très bien placé. Pourquoi est-ce qu'on a créé un Institut national de santé publique? Parce que justement, on a vu que chaque fois qu'il y avait une épidémie, il fallait maintenant commencer à chercher qui va faire quoi. On commence à créer des choses. Et c'est pour cela qu'avec Ebola, on a créé une structure. Quand Covid est arrivé, on a créé une structure avec l'INRB, avec les autres structures de la santé. Et à chaque fois, on crée des structures. Moi, j'ai dit non. Il faut un institut qui gère les épidémies. Et c'est cet Institut national de santé publique que nous avons créé encore avec la fameuse loi. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de faire des fondations. Et c'est cet institut, avec son centre d'opération d'urgence, qui a géré, qui gère maintenant Mpox et qui gère les inondations, parce que vous avez parlé des inondations. Quand il y a eu inondation, j'ai été informé samedi soir. Samedi dans la nuit. Samedi dans la nuit, les premières ambulances étaient là. Samedi dans la nuit. Les premières ambulances étaient là. Quand tous les malades que nous avons pris en charge, malheureusement, je regrette, il y a eu un seul décès d'un enfant, qui est mort d'ailleurs la semaine passée,
Mais tous ceux que nous avons pris en charge, il n'y a eu aucun décès. C'est pour vous montrer qu'on a été efficace. Je parle de la santé. Je ne parle pas du fait que les gens dorment dehors. On parle de santé, oui. Nous les avons pris en charge et vous pouvez vérifier, parce qu'encore c'est vérifiable, il n'y a pas eu un seul décès depuis que nous sommes intervenus. Tous ceux qui sont décédés, c'est ceux que la pluie a tués immédiatement, mais tous ceux qui ont été pris en charge, il n'y a pas eu de décès. Pourquoi? Parce que le système maintenant est fonctionnel. Mais justement, il n'y a pas eu de décès, mais l'après-inondation, on regarde des images, l'après-inondation jusqu'aujourd'hui, c'est comme si les choses sont passées, on a oublié. Non. On n'a pas désinfecté, les gens... Non, mais ne mettez pas sur le ministère de la Santé tout. Le ministère de la Santé, ce n'est pas le ministère des Affaires sociales, ce n'est pas le ministère des Infrastructures, ce n'est pas le ministère d'Hydraulique, ce n'est pas son rôle. D'accord, l'après-inondation, qu'est-ce que le ministère de la Santé a fait? Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à prendre en charge. Premièrement, vous savez que c'est le ministère de la Santé qui a identifié biométriquement, parce que nous avons mis une agence maintenant qui est capable de le faire. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire telle personne est à tel endroit et on ne peut pas se tromper, c'est la personne parce qu'elle a été identifiée biométriquement. Donc nous connaissons le chiffre exact. Nous savons qui est où, qui a quel âge, qui est homme, qui est femme, qui est malade, qui n'est pas malade, parce que le ministère de la Santé est là en permanence. Si vous appelez le chef de division provinciale de la ville de Kinshasa, tous les jours, ainsi que le COUSP, donc le Centre d'opération d'urgence de l'Institut national de santé publique, c'est eux qui s'assurent tous les jours qu'on a des latrines, parce que l'hygiène, c'est la première des choses. On s'assure que les malades qui sont là sont pris en charge. Je vous dis que depuis qu'il y a eu une inondation, nous déplorons un enfant qui est mort de maladie. C'est pour vous montrer l'efficacité. Sauf que les images que vous montrez, c'est des images de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas le ministère de la Santé, ce n'est pas le rôle du ministère de la Santé. Si ce n'est la partie hygiène, vous m'avez d'ailleurs posé la question, on n'est pas revenu là-dessus. Mais vous pouvez avoir des éléments de repère. Est-ce que depuis que le ministère de la Santé est intervenu, est-ce qu'il y a eu des morts? C'est comme ça qu'on réfléchit. Est-ce qu'il y a une épidémie qui s'est déclenchée? C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais c'est là maintenant la question. Maintenant, quand on regarde ces images, on va plus regarder ces images. Quand on regarde ces images, maintenant on s'est dit, après les inondations, est-ce qu'il n'y a pas crainte d'avoir une épidémie? Est-ce qu'un pox n'est pas... C'est ça les questions qu'on se pose. Oui, mais... Tous on devient exposés. Et que fait le ministère de la Santé maintenant? Oui, mais encore une fois, je répète, ce n'est pas au ministère de la Santé de drainer la voirie. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Donc ne dites pas... mais c'est au ministère de la Santé de désinfecter. Non, mais vous allez désinfecter l'eau stagnante? Parce que c'est le ministère de la Santé qui va désinfecter l'eau stagnante. Mais le ministère de la Santé prend en charge les sinistrés pour leur hygiène, pour leur prévention. Mais ce n'est pas le ministère de la Santé qui va les désinfecter la ville. Ce n'est pas le rôle du ministère de la Santé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez juger le ministère de la Santé en disant, est-ce qu'avec leur intervention, est-ce qu'il y a eu épidémie depuis que les pluies ont commencé? Non. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non. C'est comme ça que vous pouvez juger le ministère de la Santé. Mais vous n'allez pas juger le ministère de la Santé sur le fait qu'on voit de l'eau sale partout. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Parlons de médecins, monsieur le ministre, parce que je regarde le temps, on est vraiment en train de courir le temps. Parlons de la prise en charge des personnes de santé, médecins, infirmiers, autres. Nous en sommes où aujourd'hui? Alors, très bien. Ça, c'est une question très importante parce que c'est important de répondre à nos confrères. Je suis médecin moi-même, à nos confrères et surtout à tous les prestataires du système de santé. Deux choses importantes. La première, c'est que la tension sociale est souvent liée au fait que la rémunération, le revenu ne permet pas une vie décente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la carrière. J'ai fini, est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux entrer dans une structure? Alors, d'abord, je vais rassurer tous les Congolais. On n'a pas assez de médecins. Au total, nous avons 21 000 médecins inscrits. Pour toute la République? Pour toute la République. C'est très peu. La France, qui a 60 millions d'habitants, 70 millions d'habitants, je pense, la France a 300 000 médecins. Et elle se plaint de ne pas avoir assez de médecins. Nous, on en a 21 000. Donc, ce n'est pas assez. Donc, qu'est-ce qui fait alors qu'on forme tous les jours le médecin? Nos universités forment tous les jours le médecin. Attendez. Donc, nous n'avons pas encore suffisamment de personnel de santé. La deuxième chose, cependant, c'est que le peu que nous avons, nous les utilisons mal.
Si vous prenez un hôpital qui a 200 lits, vous mettez 700 médecins. Vous imaginez bien que ces médecins ne travaillent pas. Pas du tout. Parce qu'ils sont à 700 pour un hôpital de 200 lits. Donc, ils doivent aller travailler ailleurs. Donc, nous les utilisons mal. Ce n'est pas leur faute. C'est le système qui les utilise mal. Le système devait aider à ce qu'ils soient mieux répartis sur le territoire national parce qu'ils ne sont pas nombreux. Troisième chose, c'est que comme la rémunération des médecins est faite pas par le ministère de la Santé, parce que souvent les gens disent « Ouais, mais pourquoi tu payes mal les médecins ?» Ce n'est pas moi qui paye, c'est le ministère du Budget et le ministère des Finances. Et c'est l'Assemblée nationale qui fixe le montant de la rémunération. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Nous utilisons les médecins, mais ce n'est pas nous qui les payons. Ce n'est pas nous qui fixons la rémunération. Ce n'est pas nous, ce sont des fonctionnaires et c'est fixé, il y a une grille qui est fixée. Mais comme cette grille émane du budget de l'État, le problème est que ce budget-là, quand il est petit, c'est difficile de l'augmenter. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est pour ça que, vraiment, je veux que les gens comprennent ce que c'est que la couverture de santé universelle. Ce que nous faisons, c'est que nous amenons, en plus de ce que l'État peut faire, la contribution de tout le monde. C'est pour ça que nous avons fait, la loi a changé, le système de santé est passé d'un système qu'on appelle distributif, c'est-à-dire c'est l'employeur seul qui paye les soins, vers un système contributif, c'est-à-dire chacun met un peu, l'employeur met et le travailleur met, et comme ça on élargit l'assiette. Et quand vous avez élargi l'assiette, c'est quand vous avez augmenté la masse d'argent, vous pouvez maintenant rémunérer mieux vos ressources humaines. C'est ce que tous les pays font. C'est pour ça que je dis que quand on est en train de faire la fondation, les gens disent « mais on ne voit rien, on ne voit rien ». Mais on est en train de créer le système qui va mieux rémunérer. Parce que quoi? Regardez quand il y a la gratuité de la maternité. Prenons l'exemple de l'hôpital Ngaliema. Ngaliema fonctionne avec un budget. Mais on vient vous dire, eh bien, chaque mois, nous vous ajoutons maintenant 100 000 $ pour les mamans qui accouchent. C'est pareil pour Mama Yemo, c'est pareil pour tous les hôpitaux. Ce n'est pas 100 000, mais ça varie avec les hôpitaux. Ça veut dire qu'on rapporte un montant en plus de ce que vous faites, parce qu'on n'a pas enlevé ce que vous faites avant. On vous dit seulement que la maman, elle, et le bébé ne payent plus. Mais nous allons payer pour elle. Mais ce que vous faisiez avant, vous continuez à le faire. Donc on rapporte. C'est-à-dire que plus on va avoir une assurance maladie étendue qui ramène de l'argent dans les hôpitaux, mieux les médecins, les infirmières, les gens seront payés. Si on reste seulement avec le budget de l'État, ben, on peut faire des grèves si on veut, mais l'Assemblée a déjà voté un montant en disant voici le montant de rémunération de cette année. Le budget, le ministère du Budget a déjà réparti. Le ministère des Finances dit voici ma trésorerie, ce qu'il y a. Le ministre de la Santé peut dire non, non, je vous envoie 1000 autres médecins. Mais le ministre du Budget va me dire, mais je vais les payer avec quoi? Parce que c'est le ministère du Budget qui paye, ce n'est pas le ministère de la Santé. Alors, je reviens à ma question. Maintenant, vous parlez que pour toute la République, on a 21 000 médecins pour toute la République. C'est inadmissible, alors que chaque jour, on forme des médecins. Chaque jour, les universités, j'ai envie de le dire comme ça, permettez-moi l'expression, produisent des médecins chaque année. Mais pourquoi ces médecins? Alors, pour deux raisons. Premièrement, à cause de la faible rémunération, à cause de l'absence de l'offre de soins. Quand vous avez... Allez, moi, on a fait un centre de santé, comme je viens de vous dire, à Moutoa, à 30 km de Kalemi. Mais pourquoi un médecin va aller dans 4 murs vides? Le médecin va dire, mais je vais faire quoi là-bas? Pourquoi vous dites 4 murs vides? Je dis, quand il n'y a pas de structure de soins, le médecin va aller faire quoi? Le médecin va essayer de rester là où il peut travailler quand même. Et c'est dans les centres-villes. C'est pour ça qu'il y a une relation entre l'employabilité du médecin et le fait qu'il y a un hôpital, il y a un centre de santé. Et c'est pour ça que quand on fait par exemple le PDL 145 territoires, là on a déjà fini 300 centres, on va arriver à presque 1000 centres au total. On peut maintenant dire, ok, là-bas il y a un centre équipé. Là le médecin qui va là-bas, il sait qu'il va travailler, il sait qu'il va... Parce que c'est très frustrant quand tu es médecin et puis on te emmène un malade et tu n'as rien. Tu ne peux même pas prendre l'attention, tu ne peux même pas faire une prise de sang. Les médecins ne peuvent pas aller. Ce n'est pas leur faute toujours. Hein. C'est le système qui n'est pas bon. Mais deuxièmement, quand vous maintenant vous mettez la rémunération dans les villes,
mais les médecins vont rester dans les villes. Répartissez la rémunération sur l'ensemble du pays. Les médecins vont aller dans ce pays. Quand on finissait les études, on allait d'abord à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. J'aime bien quand vous dites ça, répartissez la rémunération de l'ensemble du pays. Vous parlez comme un citoyen lambda alors que vous êtes ministre de la Santé. Non. Je vous explique le principe. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Mais appliquez, pourquoi vous n'appliquez pas ça? Pourquoi vous n'allez pas avec... Je viens de vous dire tout ce qu'on est en train d'appliquer depuis 2 ans. Mais on n'applique pas tout comme ça. Je vous donne l'exemple. Je dis, quand on fait un centre, là maintenant on peut envoyer un médecin. Quand on équipe un centre, là maintenant on peut faire. Vous ne pouvez pas juste dire, tiens, on met de l'argent dans... Je prends le Congo par exemple, où il y a eu une épidémie récemment. Quand il n'y a rien, vous allez envoyer le médecin, même si vous dites, ok, le salaire est là-bas maintenant, mais vous allez envoyer le médecin arrive et dit, mais il n'y a même pas un lit pour le malade. Il n'y a pas un bureau pour m'asseoir. Donc c'est tout l'ensemble du système qu'on est en train de remettre en mouvement. Quand je dis répartissez, je ne demande pas à quelqu'un de répartir. J'explique ce que nous sommes en train de faire pour que les 21 000 médecins et tous ceux qu'on va former puissent être utilisés à bon escient. Ils ne sont pas bien utilisés maintenant à cause du système qui est mauvais, c'est-à-dire tout se concentre dans quelques villes. Vous prenez l'hôpital général de Calémie, hôpital général, plus de 200 lits, 26 médecins. 26 médecins. Donc, il n'y en a pas assez. Mais pourquoi il y a 26 médecins? Parce que, tout simplement, c'est difficile d'envoyer les médecins là-bas, parce que beaucoup réchignent, je vais aller là-bas, je vais te payer comment, je vais habiter où, tout ça. Et c'est tout ça qu'il faut regarder. On va revenir à la couverture santé universelle, mais je voudrais quand même poser une question. Monsieur le ministre, alors il faudrait combien de temps pour que le système sanitaire de la République démocratique du Congo devienne normal comme tous les autres systèmes de santé partout au monde? Mon évaluation à moi avec tout ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire, parce que, encore une fois, je reviens, on fait d'abord les bases. On a fait le plan, on a fait la loi, on a changé la loi, on a mis les établissements de soutien au système, on a lancé, je vous donne un exemple d'un établissement, le Fonds de promotion de la santé, qui mobilise maintenant l'argent pour construire les hôpitaux. C'est une agence du ministère de la Santé. Avant, le ministère de la Santé n'avait aucune agence. Vous voyez le ministère des Finances, vous avez la DGDA, vous avez la DGI, parce que le ministère, normalement, il est normatif. Ce n'est pas au ministre de construire un hôpital. Ce n'est pas le rôle d'un ministère. Le ministère est normatif. Mais il doit avoir des agences de mise en œuvre. Et ces agences-là n'existaient pas. On les a aussi créées. Elles sont là maintenant, les agences. Et donc, de mon point de vue, avec toute la fondation qu'on a mise maintenant, avec surtout ce qu'on vient d'obtenir hier, enfin il y a 2 jours, avec le Conseil national du travail, avec le décret que la Première ministre va prendre sur les quotités, sur les produits importés, moi je pense que dans les 3 ans qui viennent, le Congo va avoir un système très performant. Revenons sur la couverture santé universelle. Passez-moi l'expression, c'est parmi les réalisations du président de la République. On fait beaucoup de bruit sur ça. Mais monsieur le ministre, on a grandi dans cette ville, on a grandi dans ces pays. Moi, je me souviens, j'espère que c'est pour vous aussi, vous vous souvenez de ça, c'est qu'on appelait les ayants droit. Oui. Ouais, tous on a grandi, c'est-à-dire nos parents nous amenaient à l'hôpital avec une simple carte qu'ils présentaient, parents, fonctionnaires de l'État et les dépendants. On nous soignait, moi je me rappelle très bien, on nous soignait sans payer un seul rang, on nous soignait. Aujourd'hui, couverture santé universelle, oui d'accord, vous en parlez, vous êtes fiers d'avoir mis en place, mais en réalité, ce n'est pas dans toute la République. Non mais, encore une fois, ce serait très intéressant de voir comment les autres pays ont fait. Parce qu'il ne faut pas penser que la RDC, tous les pays ont fait les choses progressivement. Quand vous partez de si loin, vous ne pouvez pas tout faire d'emblée. Je vous ai dit qu'on a pris en charge 1 900 000 mamans. Vous savez combien de mamans accouchent dans ce pays? 4 millions. Donc si on continue cet effort, d'ici la fin de l'année 2025-2026, toutes les mamans du pays accoucheront sans payer. Vous voyez l'effort? Des Kinshasa, Massimanimba, passant par... Et le Congo central, c'est déjà le cas. 14 provinces. Parlons des villages, pas encore, des petits villages de ces pays. Mais encore une fois, votre boulot de journaliste, c'est quand même de vous renseigner. Demandez au Congo central, il y a combien de structures qui font ça? Demandez à Kinshasa, il y a combien de structures qui font ça? On prend en charge tous les accouchements dans la province que l'on prend en charge.
Et je vous ai donné le chiffre, 1 900 000. Ça veut dire pratiquement la moitié des accouchements du pays sont déjà couverts par le système de gratuité. Avec des difficultés financières, surtout imposées par la guerre, qui ont fait que ça a débalancé un peu, mais le processus continue. Mais votre question, c'est, on avait la couverture de santé universelle, on avait des cartes, on avait des... Mais c'est ce qu'on remet en place. Je vous informe, et vous pouvez vérifier, à l'Agence nationale du numérique, on a reçu les premiers 10 000 cartes déjà la semaine passée. 10 000 cartes qu'on va donner. Et nous avons signé des contrats déjà avec 2 firmes, Visa et Mastercard. On va monter déjà à 20 à 30 millions de cartes. Pourquoi? Parce qu'on veut revenir au système où, quand tu es malade, ce n'est pas là que tu dois avoir de l'argent dans tes poches. Parce que si on te renverse, on n'a pas prévu que tu as de l'argent dans ta poche. Si tu fais un AVC, on n'a pas prévu que tu as l'argent. Mais il ne faut pas qu'en ce moment-là, on ne te soigne pas. On doit te soigner. Sauf que l'hôpital va dire, mais moi je vais le soigner, mais je vais opérer pour arrêter l'hémorragie, mais je vais opérer avec quoi? Donc vous voyez qu'on est en train de remettre tout le système en place. Je viens de vous dire qu'on vient de recevoir 10 000 cartes. Vous ne le saviez pas. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de remonter le système. Je vous dis, si le système continue tel que c'est fait maintenant, dans 3 ans, on va avoir un système très performant parce que les fondations maintenant sont là. Parce que le modèle est clair. Vous savez que l'Organisation internationale du travail organise en Italie des formations de tous les pays, des gens qui veulent apprendre la prévoyance sociale. Encore une fois, vous êtes journaliste, je vous demande de vous renseigner. L'OIT donne comme exemple de modèle le modèle qu'on vient d'instaurer en RDC. Et ça, c'est ce qui forme. Et disant, voilà comment la RDC a organisé et qui est en train de mettre en place. Et pour la première fois, la Banque mondiale et tous les grands partenaires disent l'espérance de vie commence à monter parce que nous avons diminué la mortalité des nouveau-nés. À Kinshasa, nous sommes passés de 22 enfants qui meurent à chaque 1000 naissances à 18. On a baissé de 4. Et c'est beaucoup en santé publique. Et donc, moi, je pense que si le président de la République et si le gouvernement et si tous les Congolais maintiennent le rythme, dans les 3 ans qui viennent, on a un système très performant où vous n'aurez plus besoin d'avoir de l'argent dans vos poches quand vous allez à l'hôpital. Monsieur le ministre, on va terminer. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais, on va se lever pour terminer cette émission. Je voudrais qu'on va parler, on va parler du personnel de santé qui sont à Goma et à Bukavu. Oui. Aujourd'hui, nous savons que Goma et Bukavu est occupé par les terroristes rwandais, l'air Pantin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? La prise en charge. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Ils doivent attendre jusqu'à ce que tout redeviendra en ordre pour recevoir leurs soldes et autres. Comment ça s'organise au fait? Alors, d'abord, comme tous les Congolais, je regrette qu'un pays décide d'agresser notre pays pour des raisons économiques, pour des raisons d'hégémonie. Je l'ai dit, je l'ai répété, mais tout le monde l'a dit, tout le monde le regrette. Le Rwanda doit être condamné à cause de ce qu'il fait dans notre pays depuis plus de 30 ans. Directement ou avec des supplétifs. Là, actuellement, c'est avec des supplétifs du M23, de l'AFC. Et donc, le Rwanda a fait beaucoup de tort à notre pays. Plus de 10 millions de gens sont morts depuis 30 ans. Les gens pensent que c'est la guerre de Félix Tshisekedi. Ben non, il y a plus de 10 millions de morts. Et donc, c'est la guerre du Rwanda et de tous ses partenaires extérieurs contre la RDC. Avec plusieurs épisodes. Le M23, par son nom même, c'est un mouvement qui est né un certain 23 mars d'une année où le président Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Donc, ce n'est pas une guerre du président Tshisekedi. Mais cela, malheureusement, impacte très négativement notre système de santé. Pour parler des prestataires de soins, je viens d'apprendre avec beaucoup de regrets qu'ils ont enlevé à Goma notre chef de division, ils en ont nommé le leur. Bien sûr que nous, on ne reconnaît pas et que nous, on ne peut pas soutenir. Mais par contre, les nôtres, nous le soutenons. Vous savez, tous les chiffres que je donne tous les jours, le nombre de morts à Goma, tout ça, ce sont ces gens-là qui nous les donnent. Parce que c'est eux qui travaillent sur le terrain dans nos établissements. Nos médecins sont pris en charge par notre pays. Alors, c'est quoi la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est qu'au Nord Kivu, il y a, parce que le M23 n'occupe pas le Nord Kivu, occupe une partie.
il y a Béni, le gouverneur, avec tout le système, et nous transférons au niveau de là où nous contrôlons toutes nos ressources pour qu'elles arrivent par plusieurs chemins, je ne vais pas décrire les chemins, à nos prestataires de soins, parce que si on décrit comment ça arrive à eux, eh ben, l'ennemi va pouvoir... Mais le médecin, le personnel de santé de Goma, ils sont pris en charge comme ils étaient avant. Vous savez, la question s'était vraiment posée. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des travailleurs de la SNEL? Qu'est-ce qu'on fait des travailleurs de ceci? Mais les travailleurs de soins sont différents. Ils ne sont pas là. Et moi, on ne peut pas accepter que notre pays, on laisse la santé de nos populations dans les mains des gens en qui nous n'avons pas confiance de toutes les façons. Et donc, nous devons continuer à les soutenir par des moyens très détournés pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Alors, le poche du sang, on a envoyé une fois grâce à la collecte. Aujourd'hui, c'est le même chemin. Okay. C'est le même cheminement. Il n'y a pas que poche de sang. Il y a les médicaments que nous envoyons. Il y a les équipements que nous envoyons au travers de l'OMS, de l'UNICEF. Nous continuons à envoyer. Donc, l'État congolais continue à prendre en charge... Bien sûr. Comme je vous dis, nous envoyons les médicaments, nous envoyons les équipements. Je viens de vous dire, par l'UNICEF, par l'OMS, parce que nous, en tant que gouvernement, vous n'avez pas peur qu'envoyer les équipements, les médicaments et autres, que ça soit renvoyé à Kigali? Vous n'avez pas peur? Alors, vous voulez qu'on abandonne notre population? Qu'on dise on n'envoie plus rien? C'est une situation difficile pour le pays, mais nous sommes sûrs qu'avec nos partenaires, comme l'OMS, comme l'UNICEF, que ça arrive. Nous sommes sûrs que ça arrive parce que ça arrive. Je donne l'occasion de regarder les Congolais qui vous regardent ce matin et de leur dire un message à tous les personnels de santé, tous les médecins. Vous êtes leur ministre. Qu'est-ce que vous leur direz ce matin pour terminer? Bon, d'abord, je veux commencer avec le personnel de santé parce que je pense qu'il n'y a pas de système, j'ai dit au départ, sans ressources humaines. Donc, c'est vraiment le personnel de santé, l'élément clé, le moteur du système, c'est l'homme. C'est la femme, c'est la personne qui travaille. Malheureusement, ils ont beaucoup été abandonnés par le système, pas parce que le système ne voulait pas d'eux, mais parce que le système n'était pas configuré pour les aider correctement. Par exemple, tout leur salaire et toutes leurs primes émargent du budget de l'État. Et le budget de l'État, plus il est petit, plus c'est difficile d'augmenter pour eux. C'est pour ça que dans le cadre de la couverture santé universelle, l'assurance maladie, l'élargissement de cotisations va augmenter les ressources qui permettront que le personnel de santé soit mieux pris en charge. Deuxièmement, la stratégie que nous sommes en train de faire maintenant, de permettre à ce que tous les Congolais accèdent aux soins de santé, va permettre qu'on n'ait pas de médecins qui soient au chômage pendant qu'ils ne sont pas assez nombreux. Nous avons 21 000 médecins, alors que le pays a 100 millions d'habitants. Donc, il faut déployer les médecins de telle sorte que tout le monde accède aux soins de santé. Mais pour cela, nous devons améliorer l'offre de soins. C'est pour cela que dans le PDL 145 territoires, nous voulons amener les soins le plus proche possible de la population. Et donc, on amènera le médecin, on amènera l'infirmière, on amènera tous les travailleurs le plus proche possible des prestataires. Ensuite, toujours pour les prestataires de soins, la formation, la mise à niveau, la formation continue pour que les connaissances soient de mieux en mieux réparties sur l'ensemble du pays et que finalement l'offre qui est faite aux malades soit de meilleure qualité. Mais maintenant, pour le système de santé en général, le président de la République a décidé que la couverture santé universelle, c'est-à-dire l'amélioration de l'offre de soins, et on l'a prouvé. On a montré qu'il y a l'hôpital Renaissance ex-Mamaemo, on a montré Sendwe, on a montré l'hôpital de Mbujimai, on a montré l'hôpital de Kananga, on a montré l'hôpital qu'on vient d'ouvrir à Lubumbashi avec le concours de la CNSS. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va en construire dans les 12 mois qui viennent, et c'est l'instruction du chef de l'État, on va en construire 8 autres sur l'ensemble du pays. Avec l'ancienne configuration, on avait 9 provinces, donc on va déjà commencer par ça pour qu'on ait le même niveau. Et c'est-à-dire que ces hôpitaux-là, les gens peuvent aller voir, celui qu'on a mis à Lubumbashi, le niveau, on peut faire de la neuronavigation pour ceux qui peuvent comprendre ça, c'est-à-dire qu'on peut opérer le cerveau, en même temps on voit le cerveau. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui dans notre pays, notamment à Lubumbashi. Et cet hôpital-là, le président de la République a instruit qu'on en construise
partout dans le pays et le processus a déjà commencé. Donc nous améliorons l'offre de soins, mais nous améliorons aussi l'accès aux soins grâce à l'assurance maladie. Et nous avons eu le concours du Conseil national du travail, c'est-à-dire l'engagement des syndicats, l'engagement du gouvernement, l'engagement des employeurs pour que nous mettions l'assurance maladie obligatoire en place avec la cotisation et des employeurs et des employés. Et donc le système sera beaucoup plus performant. Et comme je vous ai dit, on va terminer par là. Si le système, on continue à cette allure avec toutes les bases qui sont posées, dans les 3 ans, on va voir l'un des meilleurs systèmes de santé d'Afrique. Monsieur le ministre Samuel Roger Kamba Moulamba, je rappelle que vous êtes ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Revenez quand vous voulez. Ça sera avec beaucoup de plaisir et on parlera encore de la santé. Merci beaucoup, monsieur Jesse. Merci, monsieur le ministre. Merci Allez, beaucoup. on va terminer cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le saviez-vous? On va terminer avec le saviez-vous. Allez. Le saviez-vous? L'École nationale de la territoriale, c'est un service spécialisé du ministère de l'Intérieur. Cette école a été créée par arrêté ministériel 0645 du 21 juin 1971, modifié et complété par l'arrêté numéro 25/069 du 3 septembre 2018. Les structures de l'École nationale de la territoriale ou la subdivision de cette École nationale de la territoriale. Nous avons le comité directeur, nous avons la direction générale dirigée par un directeur général et son adjoint. Nous avons 6 directions et 7 centres de formation. Les 6 directions de l'École nationale de la territoriale, nous avons la direction de formation, la direction administrative, la direction de documentation, études et recherche, nous avons la direction de planification, coopération et partenariat, nous avons la direction de finances et budget, la direction de suivi et évaluation. La mission principale de l'école, c'est la formation des autorités politico-administratives que nous recevons en atelier, en séminaire, en organisant des séminaires, en organisant des colloques. Et notre formation, elle est permanente, puisque c'est une formation professionnelle et une formation pratique, dont le besoin est toujours permanent aussi. Il est question pour nous à chaque fois de recevoir une catégorie de personnes à former. Lors de l'avènement de l'actuel vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vous avez assisté à la remise de notifications aux autorités provinciales avant leur entrée en fonction. C'est l'École nationale de la territoriale qui avait joué ce rôle. La province, c'est une républiquette. Il y a tous les secteurs de la vie. Au lancement de
ces autorités qui ont été élues et nommées par le président de la République, nous les avons parlé de la décentralisation. Vous savez, la décentralisation, c'est le mode de gestion que nous avions choisi nous-mêmes. Nous les avons parlé des conflits de pouvoir coutumier et les conflits en général. Comment vivre en symbiose avec la communauté, la population que vous êtes appelés à gérer. Nous avions mis l'accent sur l'itinérance. L'École nationale de la territoriale a des experts à son sein. Nous avons des qualifications requises. Nous avons des professeurs d'université au sein de l'école ici. Nous avons des cadres universitaires de haute facture. À l'interne, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que je referme. À l'interne, nous soumettons nos agents à une formation aussi permanente. Nous renforçons leur capacité à tout moment puisque nous sommes pendant la période d'évolution de la science. Dans l'administration, quand il y a quelque chose qui bouge, il faut que nos agents à l'interne soient tout d'abord eux-mêmes capables de comprendre pour former le reste. En dehors des autorités politico-administratives, la jeunesse aujourd'hui aspire aussi à devenir, pourquoi pas, administrateur de territoire, pourquoi pas bourgmestre, se faire élire bourgmestre d'une commune. Mais si vous êtes passé par l'école nationale de la territoriale, où vous avez déjà un bagage important, vous voyez comment la nation va bénéficier au lieu d'entrer en fonction sans connaître réellement ce que vous devriez faire. Vous venez apprendre les tout sur l'État. Le saviez-vous? Je vous retrouve avec tout le plaisir et tout le bonheur le jeudi prochain. Ça sera à 6h juste pour un nouveau numéro. Merci et au revoir.